Bonjour à toutes et à tous. Après cette première table ronde de la matinée, nous passons au deuxième sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Ça va être la gestion d'actifs et plus exactement la façon dont la gestion d'actifs aujourd'hui va maintenant prendre en compte le nouveau contexte de marché, le nouveau contexte de distribution. Le monde change et on souhaiterait dans cette table ronde évoquer quels sont ces changements et comment la France et la gestion d'actifs en France peut s'adapter à ces changements. On l'a vu dans le premier débat ce matin, l'économie française et l'économie européenne, c'est un climat incertain. On a un contexte de faible croissance, parfois des difficultés à se projeter dans la croissance à venir également. Il nous a paru intéressant du coup dans cette deuxième table ronde de voir comment la gestion d'actifs pouvait contribuer déjà à la croissance. Est-ce qu'elle est utile dans le retour à la croissance? On a déjà un peu évoqué la question d'ailleurs dans la première table ronde où des thèmes comme la titrisation ont été évoqués, le capital investissement ou même le financement participatif qui n'est pas très loin de la gestion d'actifs. Les gestionnaires d'actifs en France aujourd'hui vont mieux. C'est vrai qu'on est pour la gestion d'actifs déjà sur certains indicateurs après la crise financière majeure. On a par exemple été rassuré par les chiffres 2013 qui ont été publiés sur les gérants d'actifs. On voit que les encours ont augmenté, le chiffre d'affaires aussi augmente. On a plus de 5% de hausse de chiffre d'affaires pour les sociétés de gestion. Ça va mieux. Même les marges d'exploitation des sociétés de gestion d'actifs en France ont vu une augmentation en 2013. On a des marges d'exploitation qui maintenant se situent à des niveaux de l'ordre de 20%, ce qui est déjà très bien. Une année 2014 qui est restée très dynamique, avec des enjeux réglementaires très forts qui ont été largement anticipés. On a créé encore plus d'une quarantaine de sociétés de gestion, donc on a vraiment en France un écosystème qui est très actif et encore très dynamique. On l'a vu également dans la mise en place de la nouvelle directive AIFM, où plus de 300 sociétés de gestion ont souhaité être agréées par rapport à la directive AIFM, même si pour une grande partie d'entre elles, elles n'étaient pas obligées de le faire. Donc on voit que les gestionnaires en France aujourd'hui ont envie de se développer, ont envie d'utiliser les nouvelles réglementations comme étant un vrai facteur de succès. Donc du coup, d'ailleurs, ils l'ont fait. Beaucoup de passeports, autant du côté directive OPCVM que directive AIFM, ont été utilisés cette année. La gestion d'actifs en France s'exporte très bien. Elle s'exporte d'ailleurs autant du côté des fonds professionnels que des fonds grand public. On voit un développement assez équilibré entre AIFM plutôt pour les professionnels et OPCVM plutôt pour le grand public. Le nombre de passeports est en forte croissance des deux côtés. Quand on se compare, le marché français reste aussi un marché phare de la gestion d'actifs. Si nous nous livrons au petit jeu de comparaison, que ce soit avec le Luxembourg ou même le marché américain, il est très surprenant de voir qu'en nombre de sociétés de gestion, on soutient très bien la comparaison en termes de sociétés de gestion régulées. On a quasiment le même chiffre qu'aux États-Unis. Le nombre de fonds, c'est surprenant aussi, mais on n'est pas très loin du même chiffre en termes de mutual funds qu'aux États-Unis ou qu'au Luxembourg. Donc on est évidemment avec des fonds qui ont une taille beaucoup plus petite que les fonds américains. Là, on ne soutient plus la comparaison. Donc c'est quand même un élément très positif en termes de compétitivité. La gestion d'actifs va bien, se développe bien. Peut-être le point faible, mais on y reviendra, je pense que notre table ronde y reviendra, c'est sur les encours. On se développe un petit peu moins vite que nos concurrents et amis des autres pays. Ce débat est important pour l'AMF aussi en termes de régulation de la gestion d'actifs. Bien sûr, nous sommes en première ligne sur les agréments, sur les passeports des acteurs, mais tout ce qu'il est possible de faire en termes de compétitivité sur les produits ou sur les techniques de gestion, c'est un point qui intéresse le régulateur. Est-ce qu'il y a des choses, des techniques à modifier dans notre réglementation pour faciliter le refinancement de l'économie? C'est une de nos questions clés. Donc quels sont les challenges de la gestion d'actifs aujourd'hui? Est-ce que c'est un challenge côté investisseur? Est-ce que c'est les investisseurs institutionnels ou particuliers? Comment on s'adapte aux nouveaux enjeux réglementaires? C'est un peu pour ça qu'on souhaitait réunir
autour de cette table ronde des experts. Donc pour discuter de tout ça, j'ai le plaisir d'avoir autour de moi, je vais commencer par la gauche, déjà Christian Darnia, qui est à la fois président de l'EFAMA, l'association des gestionnaires de fonds européens, et également directeur général de BNP Paribas Asset Management. Donc merci beaucoup Christian d'être avec nous aujourd'hui. J'ai aussi le plaisir d'avoir Thomas Linker, qui travaille chez Allianz, Managing Director en charge de la distribution internationale, qui nous apportera l'éclairage européen et dont la vision d'un des plus gros asset managers européens sur aussi le marché français et les sociétés de gestion françaises. Ça nous permettra de mieux nous situer et c'est un point important. À ma droite, Xavier Lépine, président de la Française, et une belle success story aujourd'hui de la place de Paris. Guillaume Prache, qui représente, qui a plus beaucoup de casquettes et toutes ces casquettes vont nous intéresser, à la fois directeur général de Better Finance, qui représente les investisseurs, les associations d'investisseurs européens, mais également expert auprès de la Commission européenne autant que de l'ESMA sur les aspects investisseurs, et donc son point de vue d'investisseur pourra éclairer le débat. Et j'ai invité également, et j'ai le plaisir d'avoir Serge Darol avec nous pour nous dire ce que les universitaires et les chercheurs font et pensent de la gestion d'actifs aujourd'hui. Donc merci à tous. Et la méthode qu'on va essayer de développer en fait sur cette table ronde, c'est de regarder la gestion d'actifs en fait dans toutes ses composantes. Donc l'idée est de regarder toute la chaîne de création de valeur en partant des actifs, de la production jusqu'à la distribution et jusqu'à l'investisseur, pour voir quels sont les points sur lesquels il est nécessaire de travailler encore et quels sont les enjeux aujourd'hui. Peut-être pour lancer le débat et commencer justement sur les classes d'actifs et ce qui se passe côté producteur, il y a un élément important qui change, je pense, pas mal le contexte pour les gestionnaires d'actifs, c'est le contexte de marché. Les taux d'intérêt sont très bas, que ce soit sur les taux courts ou les taux longs. La volatilité est très basse, donc on a un contexte complètement nouveau pour les gestionnaires d'actifs, avec des taux qui ont atteint des niveaux historiques qui n'avaient jamais été vus. Et on peut penser que ces taux vont rester bas durablement, donc ça va être un enjeu important. En effet, les gestionnaires d'actifs n'ont plus finalement beaucoup de carburant pour créer de la performance. Le carburant naturel qui était les taux d'intérêt, en tout cas, il n'est plus là. Donc je voulais, Xavier, te poser cette première question mais du coup, comment ça se passe côté producteur ? Est-ce que le producteur a besoin de revisiter complètement son offre ? Et quel va être le principal enjeu par rapport à ce nouveau contexte de marché pour une société comme la française pour produire ces produits ? Merci Xavier. Il y a plusieurs points dans ta question. Quelle peut être la demande finalement, parce que nous, en tant que producteurs, on doit avoir des produits qui s'adaptent à la demande. Donc on part d'un principe qui est qui est généralement aujourd'hui admis, c'est-à-dire que les taux d'intérêt seront durablement bas, avec une faible volatilité, et je rajouterai une corrélation importante des marchés entre eux. Ce qui fait que l'approche traditionnelle de la gestion de portefeuille, qui consiste à diversifier son portefeuille dans différentes classes d'actifs pour avoir un couple risque-rendement satisfaisant, devient assez complexe. C'est vrai que la réglementation ou la régulation est un des points très importants, puisqu'on avait avant risque, rendement, liquidité. Maintenant, on a un quatrième compère, c'est risque, rendement, liquidité et régulation. Alors, on pourrait penser que tout ça rend la tâche difficile pour les gérants d'actifs. C'est vrai sur les 5 dernières années. Je veux dire, faut pas se voiler la face. Il y a 5 ans, on se disait tous, comment est-ce qu'on va faire ? Parce que finalement, l'épargne des particuliers, en ce qui concerne la France, passe par le canal de l'assurance vie et du contrat en euros. Donc on a
aucune chance quand on a un contrat qui rapporte 2 fois l'inflation, enfin 3,5, voire plus, d'arriver à vendre des produits à risque. Et ça, c'est une réalité. D'ailleurs, le client ne s'y est pas trompé et il avait quelque part raison parce que sur la période, on a quand même eu la crise de l'euro. Et ça, c'est du côté particulier sur lequel on a fléché depuis 40 ans son épargne, en plus avec les avantages fiscaux qui vont avec. Et puis, du côté des institutionnels, la simple question démographique fait que ces derniers avaient, ou en tout cas ont intérêt à prendre de moins en moins de risques. Et je dirais que là où la situation change et devient très, très encourageante pour les gestionnaires d'actifs, c'est justement, il arrive un certain moment, et là on y est, où les taux d'intérêt sont trop bas. Trop bas pourquoi? Peut-être pas pour l'économie, mais trop bas pour permettre d'avoir la même stratégie à tous les niveaux. C'est-à-dire que la compagnie d'assurance qui fait des contrats en euros, je dirais version 1, ça fait des années qu'elle ne pouvait pas prendre de risques parce que les taux étaient justement trop bas pour lui permettre de prendre des risques sur la partie résiduelle. Là, aujourd'hui, les taux sont plus bas que le taux de rémunération. Donc elle n'a pas d'autre solution, finalement, que de citer ses clients à arbitrer vers des produits forcément qui portent un certain degré de risque, qui reste à définir selon le client, selon les modalités. Mais du coup, c'est le retour de l'asset manager. C'est-à-dire que dans la première version, l'asset manager, l'assureur n'en avait pas besoin, puisqu'il achetait finalement en buy and hold des obligations d'État. Dans la deuxième version, il aura besoin de produits. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle, puisque l'assurance restera de toute façon le vecteur pour les particuliers, pour les raisons fiscales que l'on connaît. Donc ça, du côté de la demande. Du côté de l'offre, il est évident que tous ces nouveaux produits qu'on doit développer mélangeront différentes typologies de produits, c'est-à-dire aussi bien des produits classiques de taux d'intérêt, de crédit, d'action, mais on le voit bien, des produits structurés avec des promesses peut-être plus claires qu'avant, qui mélangeront également des produits mark-to-model. Mark-to-model, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'immobilier de bureau, ça veut dire de l'immobilier européen, ça veut dire des financements de prêt à l'économie, alors qui a l'avantage de... on voit bien, hein, l'une des conséquences de la crise, ça a été la réduction la demande de réduction de l'intermédiation bancaire, donc une intermédiation qui, du coup, est en train de se développer par le biais des asset managers. Donc la réponse pour nous, en termes de produits, elle est extrêmement attractive parce qu'on part d'une situation où jusqu'à présent, on avait 2 types d'actifs, les actions et les obligations, et maintenant, on en a N. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus positif pour les gérants d'actifs. Donc pour la première fois depuis 10 ans, on s'est mis, nous, dans notre business plan, pour la 2020, une augmentation de nos investissements, non pas en France, mais issus de France. Donc finalement, le contexte de taux bas, c'est plutôt très bien pour les gestionnaires d'actifs et plutôt une très bonne nouvelle pour le financement de la croissance. C'est un fléchage qui va être nouveau vers des classes d'actifs à risque, ce qui manquait depuis quelques années. On est dans une situation où... c'est Jean Tirole hein, qui dit ça dans son livre. Hein, il n'y a plus suffisamment d'actifs sûrs. Et il y a une demande d'épargne importante. Donc ça ne peut conduire qu'à un déséquilibre entre l'offre et la demande qui se conduit, que ce soit sur le plan purement économique, de dire croissance bas, croissance nulle, inflation nulle, des taux à zéro, que sur le simple angle de la demande, des taux d'intérêt sûrs, extrêmement bas, parce qu'il y a une demande d'actifs sûrs très forte. Et comme il y a quand même une demande d'épargne qui est très importante, il faudra bien qu'ils aillent vers autre chose. Et donc, le rôle de l'asset manager ne sera peut-être plus de faire des produits benchmarkés comme avant, mais de donner des solutions d'investissement à ses clients. Serge, on décrit souvent la gestion d'actifs française comme étant très innovante, très mathématique également. Du coup, dans ce contexte de taux d'intérêt bas, est-ce qu'il y a des nouveaux axes de recherche en gestion d'actifs? Qu'est-ce qu'ils demandent aux universitaires, nos gérants d'actifs?
c'est vrai que cette question de l'innovation en fait en gestion d'actifs est quelque chose qui est traité par la recherche académique. Pour répondre à cette question, je vais revenir sur la typographie en fait de l'offre de gestion d'actifs et on verra à peu près où se trouve l'innovation. Donc basiquement, quand un investisseur veut placer son argent, il a deux solutions. C'est très schématique, mais il peut acheter des assets, donc c'est le buy and hold, ou alors il peut trader. Donc buy and hold, je donnerai ça en fait, et j'appellerai ça le bêta, en fait, et le trading, j'appellerai ça l'alpha. Je reconnais que c'est assez schématisé, mais au moins ça permet de bien séparer les deux types d'approches. Donc quand vous achetez l'alpha, vous essayez d'exploiter des mispricing à court terme, alors que quand vous achetez du bêta, vous essayez de capturer une prime de risque, donc de long terme. Voilà les deux choix possibles. Alors, le bêta est très intéressant sur le long terme, sauf que aujourd'hui, et notamment dans cet univers de primes de risque relativement faibles, les gens, pour que finalement on arrive à les intéresser à ces primes de risque, il va falloir que le risque ne soit pas trop élevé. Donc vous achetez un indice aujourd'hui, et le risque de cet indice, de cet investissement, peut être jugé trop élevé. Donc le smart beta, ça va juste être une manière de capturer la prime de risque, mais d'essayer de la capturer en payant beaucoup moins de volatilité. Donc typiquement sur un marché action, vous allez avoir des approches minimum variance, où on va essayer de réduire le risque de l'investissement, tout en gardant cette exposition, cette indexation au marché action. Et c'est là que l'innovation arrive. Comment mesurer le risque, comment minimiser le risque, tout en gardant l'investissement ou l'objectif d'investissement initial, qui est de s'indexer sur les marchés long terme pour pouvoir capturer cette prime de risque. Donc on a beaucoup de recherches sur ces points, on a beaucoup de nouvelles méthodes qui arrivent. On vous a parlé de risk parity, on vous a parlé de minimum variance, on vous a parlé de toute une génération de produits où finalement l'innovation va permettre d'atteindre ces deux objectifs, réduire les risques tout en gardant l'exposition aux primes de risque de long terme. Donc si j'essaie de reformuler, c'est en effet le retour à la gestion active, mais avec un risque maîtrisé. Alors, dans cet environnement de taux bas, on est obligé de gérer plus activement nos portefeuilles. Je dirais que c'est toujours une gestion passive. Ce côté-là est toujours une gestion passive, mais passive avec une autre définition du benchmark. De l'autre côté, la gestion active, elle, qui va exploiter les mispricing, qui va plus être basée sur du trading, là, on voit très bien qu'à l'opposé, il va falloir aussi trouver des opportunités d'arbitrage, il va falloir s'appuyer sur les talents des managers, il va falloir faire de la recherche, il va falloir trouver des nouvelles opportunités d'arbitrage qui, par définition, vont disparaître. Et donc, ça va être cher. Ça va être très cher pour la société de gestion de mettre en place des produits d'alpha parce qu'il faut trouver les managers, il faut investir sur un plus long terme, et puis les capacités sont contraintes. On ne peut pas gérer autant d'argent qu'on veut dans une stratégie d'alpha. L'alpha va disparaître. Et c'est ce qu'on voit dans la recherche académique. On voit beaucoup que ces skills de management vont disparaître quand certains fonds, qui sont très bons petits, vont devenir beaucoup moins intéressants pour l'investisseur quand ils grossissent. À l'opposé, la gestion de type bêta, elle, est beaucoup plus facile à mettre en place, elle est beaucoup moins chère, beaucoup moins coûteuse, et elle est très bien adaptée, on le voit, dans un univers où les clients vont demander des placements beaucoup moins chargés en termes de fees. Donc, il faut bien sentir en fait ces deux évolutions, en fait, ces deux trajectoires entre une gestion qui est une gestion de spécialistes, qui est relativement chère et qui est difficilement scalable, et de l'autre, une offre de produits plus intelligents que les produits classiques d'index, donc les ETF classiques, mais qui a le gros avantage de pouvoir, elle, accueillir à moindre frais une somme d'argent beaucoup plus importante. Merci beaucoup. Thomas, on your side as a non-French distributor and manufacturer,
What is your view on the new techniques in the market coming through this very low interest rate environment? Or how do you see the new trends and new developments? Yeah, I probably would have a different view on the alpha generation in the first place, and I think looking at the importance of of alpha, it has, in particular in this environment, has become a more important source of income, actually, if you can generate it. And certainly it's on us to prove that we can do this, and that we provide an appropriate value for money. But therefore, what we are looking at, for example, or probably another angle to look at this is also having, if you will, the traditional products focusing on alpha generation, how to do better. Because what is also clear, and I think that what you refer to, is that alpha generation has become more difficult if you look at certain parts of the market. So, nevertheless, it's important to have a closer look on this, because for fixed income as well for equities, market returns are not great. The intrinsic returns are not great. So if you can generate a decent alpha, that can certainly support a regular income. And how to look at this is probably from our angle, to have a higher active, an active share of invested money. That means really separate from this. Because one phenomenon, and I think Xavier described this in his earlier comment, you saw a lot of very highly correlated movements. And that's due to also an increased part of more passive investments and passive investors. But this provides then for an active manager even more opportunity, because there are less participants in that part of the market. Both parts will grow. And if you are able to increase the higher active share, if you probably look at more concentrated portfolios, which is then more important, and therefore you need the expert team on the other hand, but you can select single securities one by one and put together a more concentrated program with high conviction to generate alphas. We have done this for quite a few portfolios over the last couple of years as alpha generation became more difficult. And we see also the results. This has worked quite well. This certainly depends on the quality of research. Coming probably from a different angle, looking at beta-related strategies, particularly for the fixed income market. Also, if you look what you can get if you invest in almost every index, fixed income index, maybe take the broadest in Europe, which is the Barclays EuroEC. If you would buy this and probably optimize this a bit with smart beta, but you get a return of lower than 1% at the moment with a duration of 6 years. So that means you get nearly no income, even you are doing this very cost efficient, but you're running also a very high risk, because any movement then in the market, duration of 6 means 1% increase in rates means 6% loss, or almost 6% loss. And I think it's then on us to provide this in the right context. What we have, for example, been looking at, and you see this also from competitors, certainly more flexible fixed income strategies with a high degree of risk management as part of it. But the majority of assets that counts for private clients as for institutional clients is fixed income. And there is a clear need to provide a fixed income investment which can generate enough income to be better than inflation, even with the low rates of inflation, and to really pursue the saving targets of the private clients as well as the investment targets of the institutional clients. Thank you. And Christian, donc la vision de BNP autant que de l'EFAMA sur ce sujet finalement dans ce contexte de taux d'intérêt bas, est-ce que du coup la tendance est en effet, comme ça a été indiqué, de voir
de la gestion active d'un côté et de la gestion passive de l'autre. Est-ce que les asset managers vont encore plus investir dans la gestion active pour pouvoir retrouver cette performance? Est-ce que ce sont les enjeux majeurs que tu vois sur le marché aujourd'hui, ou quelle est ta vision sur le... Bonjour, merci Xavier. Bon, déjà, la première nouvelle dont il faut que nous ayons tous conscience, c'est que nous sommes, nous les asset managers, dans une industrie qui croît très fortement, qui croît en Europe et qui croît dans le monde. Alors, pour des raisons démographiques, pour des raisons de croissance, il y a de plus en plus de gens dans le monde qui sont en situation de capacité d'épargne. En Europe, je vous rappelle, nous sommes une des rares zones au monde où nous sommes en excédent d'épargne, tous collectivement. Donc ça, ce sont d'excellentes nouvelles. En France et en Europe continentale, on va avoir également des flux mécaniquement qui vont venir pour aider au financement de nos régimes de retraite. Donc ça, tout cela est favorable. Et de ce point de vue-là, nous sommes aujourd'hui à Paris, en France. Je crois que tu l'as évoqué, nous avons un écosystème qui est très compétitif. Nous avons un savoir-faire remarquable, exceptionnel. N'ayons pas peur de le dire sans sombrer dans le cocorico. On a peut-être un petit souci, c'est que le faire savoir est peut-être moins favorable que notre savoir-faire. On y reviendra. Donc on a un marché en croissance. On a un marché également, et pour répondre directement à ta question par rapport aux acteurs français, nous avons un marché qui se caractérise, il ne faut pas l'oublier, par une fragmentation très très forte. L'industrie de l'asset management dans le monde, c'est une industrie très fragmentée. Le top 5, les 5 plus grands acteurs au monde, qui gèrent énormément d'argent, ils gèrent moins de 20% de la totalité de l'épargne dans le monde, de la totalité de l'épargne gérée. Je vous défie de trouver une industrie dans le monde où le top 5 a moins de 20% de part de marché. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce marché il va continuer à se consolider, à se rationaliser. Et le fait qu'on ait 4 asset managers français dans le top 20-25 au monde, ce n'est pas une mauvaise nouvelle de ce point de vue-là. On se félicite et c'est heureux d'avoir 400 petites entreprises en asset manager en France, mais c'est important d'avoir les deux, les niche players et les grands assets. En matière de produits, ce qu'on observe également, c'est qu'il y a des grands changements. Je regardais, il y a 10 ans, les 2 tiers des produits que nous vendions tous collectivement, c'était des produits qu'on peut appeler long only, plain vanilla, c'est-à-dire des actions. On achetait un portefeuille d'actions, un portefeuille d'obligations. C'était les 2 tiers des produits que nous vendions tous collectivement. Aujourd'hui, c'est moins de 50%. Et quelles sont les 2 classes d'actifs qui ont fortement progressé? Il y en a une qui a vu ses encours tripler en moins de 10 ans. C'est effectivement la gestion passive. Et je crois que ça va continuer. Le retail en Europe, c'est 15% de gestion passive. Aux États-Unis, c'est 45%. Et l'autre classe d'actifs qui s'est fortement développée, c'est ce qu'on appelle la gestion, alors on l'appelait ça il y a 4-5 ans, les new seats. Aujourd'hui, on appelle ça les liquid alternatives. C'est les produits d'absolute return qui ont simplement doublé en moins de 10 ans. Donc on va avoir à adapter des nouveaux produits, on appelle ça des solutions, qui vont probablement être des produits hybrides qui vont mélanger différentes expertises. Donc ça, il faut que nous y allions de manière accélérée. Et puis enfin, il y a la distribution. Je rappelle que la manière dont nous distribuons nos produits va changer. On est habitué à faire ce qu'on appelle du B2B, de temps en temps donc business to business, du B2B2C. Et je pense que demain, alors demain c'est dans 10 ans, dans 5 ans, c'est peut-être demain matin, on va devoir faire du B2C. Ça va changer. Les interdictions de rétrocession en Europe, ça va changer également. Et enfin, je crois qu'on y reviendra, quand je parlais de changement de distribution, c'est également la digitalisation. Et ça, on y reviendra. Donc au total, oui, nous les asset managers basés en France, on a de bons avantages compétitifs, mais il ne faut vraiment pas s'endormir sur ses lauriers parce que nous sommes dans une industrie qui subit aujourd'hui, ou qui connaît, plutôt que subir, qui connaît des changements structurels majeurs dans une industrie qui est vraiment très, très vibrante, qui se développe beaucoup. Thomas, any comment on the French boutiques, on the French asset management industry? How do you see us? No, I think we are a proud part of the French asset management industry, even though we have probably other corporate structure. We have a key part of our investment expertise situated out of Paris, for example. But I would agree with Christian. I think there is a lot of expertise because if we are looking what we are facing here in France, it's a very competitive market. It's really
if to put this in a different word, also we have a hard time to compete, quite frankly. On the other hand, it's important really to have then the broader scope, because and we are facing this day to day, probably given to its different setup. We are present in 17 or 18 locations around the globe, most of them in Europe, and we have so changes every day. So we have, to some extent, learning curves, if you like it or not, taking into account RDR, I think you referred to this, or to the potential MiFID regulation, or the gold plating in the Netherlands. On the other hand, also from other market environments. So you have to be really aware, and I think that's best if you really broaden the scope. And so we do this as a business model, because we are convinced that we are well situated in the various locations to be as close to capital markets, but particularly also to clients, to better understand what we have to do. Peut-être que pour finir sur l'offre gestion d'actifs, j'avais envie de poser la question à Guillaume Prache de côté client, en fait. Est-ce que cette offre de gestion d'actifs qui est offerte par les gérants français, quelle est la vision des investisseurs, en fait, sur cette offre aujourd'hui? Est-ce qu'elle change dans le bon sens, ou quelle est la vision de l'association des épargnants sur ce sujet? Merci Xavier. Bonjour. D'abord, je voudrais remercier l'AMF d'inviter un représentant des clients particuliers à s'exprimer. Ce n'est pas toujours le cas dans les enceintes de ce type. Et les clients particuliers de la gestion, c'est beaucoup de monde. Les épargnants en France et en Europe, c'est beaucoup de monde. Comme l'a dit Christian Darnia, ça va être encore plus de monde, puisque l'épargne retraite, par exemple, est forcément appelée à se développer pour des raisons démographiques, mais surtout pour des raisons des problèmes des retraites obligatoires qui, dans tous les pays, y compris la France, fourniront de moins en moins de ressources aux seniors. Alors, c'est une énorme opportunité pour la gestion, comme l'a dit Christian, mais c'est aussi un challenge. Sur particulièrement la gestion française, d'un point de vue de clients particuliers, je trouve qu'effectivement la gestion française d'abord est importante en Europe. Xavier a rappelé les chiffres. Sur la gestion active, il y a notamment toute une pépinière de petites et moyennes sociétés de gestion très performantes. Il y a mon voisin, mais il n'y a pas seulement mon voisin. Le problème sur cette gestion active très performante, c'est que je crains qu'une majorité des épargnants français n'y ait pas accès pour le moment, puisqu'ils sont souvent captifs, et je crois que le président Ramex, d'ailleurs, il faisait une allusion dans son allocation d'ouverture, de grands réseaux, ce que vous appelez dans le jargon professionnel d'architecture fermée, quel horrible nom, mais disons avec des produits uniquement maison. Il y a aussi une gestion française indicielle, puisqu'il y a le numéro 2 européen. Là aussi, et d'ailleurs comme l'a rappelé, je crois, Christian, malheureusement, là aussi, le client particulier, notamment en France, il n'y a pas tellement accès parce que ça ne lui est quand même rarement proposé au guichet. Mais donc, il y a vraiment une gestion de qualité. C'est plutôt, donc, comme vous l'aurez compris, plutôt sur la distribution qu'on a quelques soucis. C'est aussi une gestion, et ça a été un effort conjoint des professionnels, du superviseur et des épargnants, qui a souvent été en pointe dans le domaine de l'information sur les produits, notamment sur les fonds. Moi, je me souviens que dès 2002, je participais à des groupes de travail de la COB à l'époque, certains s'en souviennent, sur donc l'information sur les fonds. C'était bien avant le DICI, le KID européen au PCVM4. Et la France a aussi été, l'industrie française aussi en pointe, là aussi avec l'aide du superviseur, je dirais, sur la protection des clients, et notamment, je pense à la responsabilité des dépositaires, et ce qui aboutit d'ailleurs à OPCVM5, ce n'est pas forcément le cas dans certains autres domiciles de fonds. Cela dit, moi je vois deux quand même grands soucis pour la gestion française.
Le premier, il faut voir que la perception des produits de placement en Europe est, je suis désolé de le dire, très négative. Il y a ce qu'ils appellent un Consumer Scorecard au niveau européen. La Commission européenne publie chaque année un Consumer Scorecard, donc je ne sais pas comment on pourrait dire, des indicateurs des marchés de consommation en Europe. Chaque année, de tous les marchés de consommation en Europe que vous pouvez imaginer, les voitures, les télécoms, etc., les médicaments, les placements et la retraite arrivent bon dernier. Et une des raisons pour lesquelles ils arrivent bon dernier, c'est de ne pas répondre aux attentes en matière de performance de services. Alors, Xavier rappelait qu'il y a à peu près autant de fonds français que de fonds américains. Moi, je ne pense pas que ça soit une bonne nouvelle. Parce que le marché américain, effectivement, la masse d'actifs est beaucoup plus grande. Elle est même plus grande que toute la masse des actifs gérés dans l'Union européenne. Du coup, on a des frais fixes par fonds qui sont forcément plus élevés. Et ça explique en très grande partie, d'ailleurs je me réfère, Christian, à un rapport récent de l'EFAMA, qui explique pourquoi les frais de gestion en Europe sont en moyenne sensiblement plus élevés qu'aux États-Unis. Donc du coup, ça impacte forcément quelque part, c'est pas le seul raison, mais ça impacte quelque part la performance des produits, d'autant plus qu'en France, tout particulièrement, on sait, grâce là aux travaux de l'AFG, vous voyez, je suis prudent, je vais faire les FAMA, l'AFG, tout ça, qu'environ la moitié, sinon plus, des fonds souscrits par les particuliers le sont au travers de contrats d'assurance vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, hop, vous rajoutez encore une couche de frais qui est les frais des contrats. Alors c'est particulièrement sensible à l'heure actuelle, comme l'ont rappelé plusieurs intervenants, avec des taux d'intérêt très bas, et notamment par exemple sur les fonds obligataires. Donc à cela s'ajoute une complexité extrême, surtout en France. Moi, je rappelle quand même qu'en 2009, à la suite de la crise financière, l'industrie en tête avait dit oui, l'industrie financière a fait des produits trop complexes. Et je pense notamment à quelqu'un qui a dit ça, qui s'appelle M. Lloyd Blankfein. Donc c'est pas moi, c'est le CEO de Goldman Sachs. Depuis, j'ai l'impression que le soufflet est un peu retombé parce que j'ai pas vu de gros progrès, je dirais, dans la décomplexification et la simplification. En France, sur, je crois, Xavier, les 12 000 fonds à peu près qui sont accessibles aux particuliers, il n'y a qu'une minorité de fonds coordonnés, de UCITS, d'OPCVM. Il y a une majorité, là aussi un terme vraiment pas très bien choisi, mais ce n'est pas vous, je sais, les fonds d'investissement alternatifs, les FIA, parce que là-dedans, vous avez, c'est vraiment l'auberge espagnole, et ces fonds, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, sont massivement destinés en partie entièrement aux particuliers. Moi, j'ai compté pas moins de 8 catégories juridiques de FIA long terme destinées en partie ou entièrement aux particuliers. Et maintenant, vous avez entendu M. Guersan à la précédente table ronde, on voudrait aussi nous placer des LTIF, des fonds de social entrepreneurship, des fonds de private equity à la mode européenne, etc. Pitié. Et donc ça, c'est le premier problème, je vois, sur l'industrie française et l'industrie européenne en général. Le deuxième, c'est sur la gouvernance des fonds. Et là aussi, je me place un peu par rapport aux gérants américains. Je ne fais pas l'apologie des États-Unis, mais là, sur ce point, la différence me semble frappante. C'est le problème donc de l'alignement des intérêts des gérants, mais je dirais aussi des distributeurs, davantage sur ceux des particuliers. Et je donne un seul exemple qui est d'ailleurs, et c'est tout à son honneur, cité par le plan stratégique de l'AMF à propos des abus de marché. Le plan stratégique de l'AMF, mais Ramex me corrigera si je dis une bêtise, ou Xavier, reconnaît, encore une fois tout à fait à son honneur, qu'il y a une difficulté à identifier et à remédier aux grands abus de marché. Moi, je constate que l'industrie des fonds française et européenne, du point de vue du particulier et vu de l'extérieur, est relativement moins active que les gérants américains. Je donne l'exemple d'une suspicion délit d'initié sur les actions d'une grande banque française il y a quelques années, où les seuls qui ont porté plainte sont des gérants de fonds américains. Aucun en France. Alors qu'évidemment, la majeure partie des actions de cette banque étaient en France. Je termine. Hein. J'ai juste une inquiétude, Xavier, c'est que sur encore une fois, une des grandes qualités de l'industrie française, de la gestion et du superviseur, qui est l'information sur les fonds,
on est très inquiet, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler, sur le règlement PRIPS, puisque le règlement PRIPS risque d'annihiler donc 12 années d'efforts, puisque le règlement PRIPS a purement et simplement supprimé la référence aux performances passées et surtout les performances passées par rapport au benchmark, à l'indicateur de référence du gérant, dans le futur document simplifié d'ici ou KIT. Merci. On reviendra en effet un petit peu après dans la table ronde sur les enjeux côté distributeur. Je voulais passer aux enjeux côté investisseur. C'est vrai que dans ce contexte de marché, d'économie qui est en redressement, les contraintes des investisseurs ont pas mal changé en fait sur ces dernières années. Notamment les investisseurs institutionnels, les clients particuliers ont besoin d'argent pour consommer. Est-ce que du coup, peut-être pour toi Christian, est-ce qu'il y a des changements concernant la demande des investisseurs en termes de produits financiers? Quels sont les transferts en fait que l'on voit en termes de comportement? Alors on voit effectivement qu'il y a des changements assez forts. Encore que, on a encore quand même des clients, beaucoup de clients côté retail qui aimeraient bien qu'on leur propose toujours des produits garantis. Alors ce qu'on explique, c'est qu'effectivement on peut offrir des produits garantis, mais il n'y aura pas beaucoup de potentiel de performance en raison du bas niveau des taux d'intérêt. Et donc ça amène à constater que probablement ce que l'on observe actuellement et probablement dans les années à venir, c'est une demande de plus en plus forte de produits à revenus, income fund, des produits qui génèrent des coupons régulièrement. En cela, vous constaterez qu'on assiste à une, entre guillemets, japonisation de la demande de nos clientèles, parce que c'est des choses qui existent en partie au Japon depuis une dizaine d'années, où il y a cette demande de fonds à coupons. C'est la pyramide des âges. Pardon ? C'est la pyramide des âges. Qui explique ça aussi, et puis l'absence de rémunération sur les niveaux de taux d'intérêt à court et moyen terme. L'autre facteur que l'on observe en termes de demande, c'est une demande de produits d'absolute return. Et ça, je crois que c'est important parce que ça fait à peu près plusieurs décennies que nous sommes habitués à vivre dans un monde de benchmarking. On se réfère à un indice de référence. Et aujourd'hui, bon nombre de clients nous disent écoutez, que vous surperformiez un indice qui va performer de 0 ou de 0,5 ou de 1%, c'est pas ce que nous attendons pour payer nos retraites, pour payer les études des enfants, etc. Donc on arrive à une période effectivement où on demande de plus en plus de produits d'absolute return. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notamment pour nous continentaux, il va falloir qu'on fasse une révolution culturelle en matière d'épargne. Puisque je vous rappelle, nous, globalement en Europe continentale, en France notamment, on a dû investir 90% de notre épargne de manière directe ou indirecte dans des produits de taux, à commencer par les produits d'assurance vie. Je crois que là, on va avoir une prise de conscience qui va être progressive et qui devrait amener, toutes choses égales par ailleurs, à orienter cette épargne vers davantage de prise de risque. Alors encore une fois, c'est une révolution culturelle qui devra s'opérer dans nos pays, au risque sinon d'avoir de cruelles déceptions en matière de rendement. Et donc ça m'amène à un point qui est une des priorités de l'EFAMA, c'est la nécessité impérative de votre part, quelle que soit votre position dans l'écosystème de l'asset management, de notre part, de favoriser l'éducation. L'éducation est clé. Alors Guillaume a eu l'amabilité de citer un des rapports que nous avons mentionné. Je reviendrai sur ce point-là. Il y a un rapport que nous avons publié il y a à peu près 6 mois, c'était sur l'éducation en Europe en matière de concepts d'épargne. Alors je regarde le monsieur l'universitaire, croyez-moi, il y a du travail, enfin des concepts comme l'épargne réelle, qu'est-ce que c'est l'épargne nominale, les taux de rendement réels, nominaux, faire la différence, c'est pas évident, c'est évident pour la plupart d'entre vous dans la salle. Pour l'homme de la rue, c'est loin d'être évident. Donc on a un gros travail d'éducation à opérer auprès de nos clients pour leur faire comprendre ce que nous faisons. Et au-delà d'ailleurs de ces concepts de rendement nominaux, réels, d'épargne, on a tout simplement à démontrer, à expliquer de manière la plus simple possible ce que nous faisons. Je me retourne là vers Guillaume, il faut qu'on travaille main dans la main pour expliquer quelle est la valeur ajoutée d'un asset manager. En quoi, dans une économie qui va avoir un financement, on va assister à un basculement d'un financement intermédiaire à travers les banques vers un financement des intermédiaires, en quoi, nous, asset managers, nous avons un rôle clé à jouer dans les 10 ans à venir. Et ça, c'est pas forcément ni intégré, et donc bien souvent pas compris
par l'ensemble des acteurs, et pas uniquement d'ailleurs l'homme de la rue. Un bon nombre de politiciens n'ont pas forcément ça en tête. Et pour conclure, puisqu'on évoquait un rapport tout à l'heure par Guillaume, et je sais que c'est à chaque fois notre... Et tu as noté, on nous a mis aux deux extrémités du panel. J'insiste, le rapport EFAMA, en ce qui concerne les coûts de gestion, démontre que lorsque l'on prend l'ensemble des coûts d'un produit de gestion, qui concerne le coût de la gestion, les rétrocessions qui sont payées, eh bien, un produit d'asset management géré en Europe coûte en moyenne 3 basis points de plus qu'aux États-Unis. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des différences de fragmentation de marché, des différences de fiscalité, mais globalement, et puis différences de taille également, c'est vrai que nos fonds sont trop petits, il y a trop de fonds trop petits, mais encore une fois, nous n'avons pas à rougir, nous Européens, non seulement de la qualité, mais également du pricing de nos produits, si on les compare aux acteurs américains. Merci. Serge, côté compréhension des besoins de l'investisseur, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de recherches académiques plutôt sur la partie gestion d'actifs au sens classique, c'est-à-dire comment bien investir, comment fonctionnent les marchés des capitaux. Est-ce que le comportement de l'investisseur, ça fait l'objet de recherche? C'est un thème qui apparaît? Alors, oui, c'est clairement un nouveau thème, et je pense personnellement un thème très très important de la recherche aujourd'hui, un investissement, je vais dire. Et notamment, il faut le replacer dans le cadre actuel. Je reviendrai sur l'apparition de nouvelles classes d'actifs. Donc, on avait avant les equity et les bonds. Aujourd'hui, on va citer l'infrastructure, les produits d'infrastructure. On peut citer les loans. Donc, on a ces nouveaux produits qui étaient au bilan des banques et qui sont en train de sortir des bilans des banques, en fait, et qu'on retrouve un peu dans l'asset management. C'est une opportunité. C'est clairement une opportunité pour l'industrie de l'asset management. Mais c'est aussi un challenge. Et c'est un challenge parce que ces nouveaux produits, ces nouvelles classes d'actifs, n'ont pas les caractéristiques des obligations et des bonds. On ne peut pas mesurer le risque de la même façon. Et il y a une des caractéristiques sur lesquelles je voudrais insister, c'est la liquidité de ces classes d'actifs. La liquidité de ces classes d'actifs est complètement différente. On parlait de mark to model et pas de mark to market, parce qu'on n'observe pas. Et donc, tant que c'est dans le bilan d'une banque, avec une bonne prise en compte et un bon encadrement de la transformation de liquidité qu'il peut y avoir au sein du bilan d'une banque, on est plutôt confiant. Et quand on commence à placer ça dans le cadre de fonds d'investissement, là, par contre, il y a des questions à se poser. Et c'est là qu'on va raccrocher avec le comportement des investisseurs. Aujourd'hui, j'ai aucune crainte sur la capacité des gérants d'actifs à bien analyser et à bien gérer et à bien couvrir le risque de liquidité côté actif. Il y a des outils, il y a des pratiques, on a l'habitude, on a beaucoup d'informations. Quand vous rentrez dans un asset manager, c'est intéressant de regarder la taille des systèmes d'information. Et ces systèmes d'information sont vraiment très gros. Ils décrivent très très bien le portefeuille d'actifs. On est des gérants d'actifs, donc on gère bien son actif et on a besoin de beaucoup d'informations. Et le régulateur qui nous demande de mesurer le risque de liquidité, de calculer des value at risk, d'intégrer la liquidité dans le calcul des value at risk, tout ça nous a poussé la gestion d'actifs à développer un système d'information très riche et très performant, pointu sur la gestion des risques à l'actif des fonds. Sauf qu'il ne faut pas oublier que l'actif est financé par un passif. Et dans le cadre d'un fonds d'investissement, le passif, c'est les clients. C'est l'engagement. Les clients nous ont donné leur argent. Ou non. Voilà, nous tous, je m'associe en fait à ce métier-là, que j'ai pratiqué pendant quelques années. Et donc, on doit finalement comprendre le comportement de l'investisseur, quelles sont ses attentes en termes de liquidité, pour pouvoir adosser la liquidité à l'actif et la liquidité au passif du fonds. Et donc, un fonds va être en risque de liquidité, pas parce qu'il est investi dans des actifs illiquides, ce n'est pas un souci. Si en face de ces actifs illiquides, il y a un financement illiquide. Si vous avez des clients, vous les connaissez bien, ce sont des actionnaires de l'asset manager, ce sont des fonds de pension, eux ont un objectif d'investissement à long terme, on l'a bien identifié, et donc on peut mettre face à ces besoins de financement à long terme,
en fait, des actifs, des placements à long terme. Si par contre on a du retail, ben là, on a un problème. On est exactement dans le cadre de transformation de liquidité qui était fait au niveau du bilan des banques. Et donc là, il faut des outils. Et c'est essentiel d'avoir les outils qui permettent de comparer la liquidité à l'actif et la liquidité au passif. Alors, est-ce que ces données existent aujourd'hui chez l'asset manager? Ben, oui, elles vont exister. Il y a du client services, il y a du CRM, mais il ne faut pas gérer ça au niveau de l'asset manager. Il ne faut pas générer ça uniquement d'un point de vue politique commercial et développement commercial. Il faut redescendre au niveau de chacun des fonds, et c'est important de donner aux gérants de l'actif la connaissance du passif. Et donc, de rapprocher des systèmes d'information qui sont souvent séparés dans les asset managers, avec d'un côté toutes les connaissances sur l'actif du fonds, et de l'autre, ailleurs, plutôt dans le back-office, les connaissances sur le passif du fonds. Donc là, on est obligé de donner aux gérants beaucoup plus d'informations. La connaissance des flux, le montant des souscriptions et des rachats à chaque date de valo, ça ne suffit pas à gérer la liquidité. Il faut avoir beaucoup plus d'informations sur la façon dont ce chiffre arrive, dont les comportements individuels des investisseurs s'agrègent. Est-ce qu'il y a des corrélations entre le comportement des investisseurs? Est-ce qu'on observe des phénomènes de contagion, des gens qui commencent à sortir? Tout ce qu'on avait, c'est une littérature qui existe déjà du côté académique, hein, c'est les bank runs, c'est les rachats des contrats d'assurance vie. Il existe toutes ces choses-là, mais on doit maintenant, aujourd'hui, revoir la question de nouveau dans le cadre de ces nouvelles classes d'actifs. Et pour ça, pour qu'on puisse faire de la recherche, c'est très bien d'avoir des modèles. On peut modéliser le comportement de l'investisseur, on peut optimiser une fonction objective, et on peut essayer de prévoir, si vous voulez, le comportement des investisseurs. Mais ensuite, tous ces modèles-là, il faut l'épreuve du feu, il faut les tester, et ça, on a besoin de données. Et aujourd'hui, en fait, on a énormément de données côté assets, mais on a très très peu de données sur individuellement le comportement de chacun des investisseurs pour essayer de, basiquement aujourd'hui, faire la photo, comparer la structure de liquidité à l'actif et au passif, donc voir si j'ai un mismatch de liquidité, comme dans une banque, exactement. Sauf que dans l'asset manager, dans le fond, je n'ai pas les capitaux propres, je n'ai pas ce buffer de liquidité. Je suis un peu nu face au risque de rachat de mes clients, sauf si j'ai mis en place des mécanismes de liquidité. Et ensuite, quand on revoit les calculs de value at risk, par exemple, connaître la composition du passif, ça permet tout simplement de voir si un choc de marché va revaloriser les actifs du fonds, donc une perte, mais cette perte va engranger des sorties. Ces sorties vont tout simplement amener du deleveraging quelque part, et donc cette spirale de liquidité entre ce qui se passe à l'actif et au passif est essentielle à maîtriser. Et aujourd'hui, on ne pourra le faire tant qu'on n'a pas de données. Donc, pour conclure, des initiatives existent aujourd'hui. Elles viennent des asset managers. Des asset managers se mettent ensemble, commencent à travailler ensemble en disant oui, effectivement, il faut qu'on comprenne mieux. On va partager nos données. C'est assez rare, mais ça existe. On va travailler ensemble. Ces projets sont en collaboration avec des universitaires. Je fais partie de ce projet-là. Et c'est financé par la BPI, par la région Île-de-France, au sein de FUI. Et on va pouvoir, nous, en tout cas académiques, dans quelques mois, peut-être un an, on va avoir accès aux premières données qui nous permettront de mieux comprendre le comportement des investisseurs, et notamment dans ces classes d'actifs qui impliquent des investissements dans des actifs sans risque. Et ça, c'est une chance pour la place de Paris, parce que ces données-là n'existent nulle part ailleurs, nulle part, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre. Personne s'est mis d'accord pour mettre à disposition de chercheurs ces données. Et donc, on va pouvoir, à partir de là, mais
même ne serait-ce que quelques statistiques descriptives, on va comprendre mieux le comportement des investisseurs et on va pouvoir en tirer des guidelines pour une meilleure gestion du risque de liquidité. Ça me semble très important, en effet, ça peut avoir deux utilisations, ces recherches. La première piste d'utilisation est un sujet international qui tient évidemment beaucoup à cœur à l'AMF, c'est le sujet des entités systémiques, parce qu'avoir accès en effet du coup à un vrai stress test entre actifs et passifs permettra de répondre à la question très souvent posée au niveau international aujourd'hui sur est-ce que les fonds sont des entités systémiques, oui ou non. Et je pense aussi que du côté investisseur, c'est très sain de connaître finalement vraiment le cycle d'investissement des petits porteurs, est-ce que les produits long terme peuvent être achetés par les petits porteurs, sur quel cycle. Donc je vous ai tout mon soutien en tout cas sur ce type de piste de recherche. C'est un problème, je voulais juste préciser, peut-être je voulais vraiment insister là-dessus pour vous dire que ce n'est pas de la recherche dans 5 ans et dans 10 ans. C'est un problème aujourd'hui, c'est de la recherche qui commence à être abordée par les chercheurs du monde entier, mais c'est des produits et c'est des situations qui existent au quotidien. Moi, je viens du monde des hedge funds. Les fonds de hedge funds, c'est quoi ? C'est de la transformation de liquidité. D'un côté, on investit dans des actifs, les hedge funds, qui sont potentiellement illiquides, et de l'autre, on va donner une meilleure liquidité, monthly généralement, aux clients. Et donc, on donne un accès à cette classe d'actifs avec une liquidité meilleure. On transforme la liquidité dans cette poche fonds de hedge funds. Donc, comment on régule en fait un fonds de hedge funds ? On ne doit pas le réguler comme un fonds, on doit le réguler comme une banque, quelque part. Un deuxième exemple, on en a parlé, c'est les new seats ou les alternatives UCITS. Là aussi, c'est de la transformation de liquidité pure et simple. On a une stratégie hedge funds et on va se rendre compte que, bien sûr, mais pour des contraintes de liquidité, on ne va pas pouvoir la mettre dans certains portefeuilles d'investisseurs ou de fonds de pension. Et donc, on va créer en fait un véhicule d'investissement qui va donner une liquidité weekly sur une stratégie qui est, par nature, beaucoup moins liquide. Donc, comment va-t-on gérer ça ? Est-ce qu'il faut un buffer de liquidité ? Est-ce qu'il ne faut pas, tout simplement, c'est peut-être une piste, mais recréer, en fait, des bid-ask ou des frais de sortie, à qui au fond ? Pas au manager, mais quelque part, éviter un point qui est essentiel, c'est faire payer la liquidité des gens qui sortent à ceux qui restent. Et aujourd'hui, on le fait. La liquidité des gens qui sortent, elle est payée par les gens qui restent. C'est un point important en effet. Guillaume, côté investisseur retail, on observe souvent aujourd'hui que il y a des difficultés à faire revenir les clients grand public vers des fonds d'investissement, actions et d'investir un peu plus sur le long terme. Est-ce que vous avez vu des changements sur le comportement des investisseurs suite à ces taux d'intérêt bas, à cette crise financière ? Alors quand vous dites « on dit », la Commission européenne, la première, le dit, l'écrit. On a parlé à la première table ronde du livre vert de la Commission européenne sur le financement à long terme de l'économie, qui reconnaît que la principale source de financement à long terme de l'économie européenne, ce sont les ménages, mais il s'empresse de dire à la ligne d'après, ah oui, mais les ménages privilégient les placements court terme et ont une forte aversion au risque. Encore à la première table ronde, un intervenant, with all due respect, comme on dit en anglais, nous a sorti que l'épargne française était extrêmement liquide. Je suis désolé, mais tout ça, c'est faux. Au niveau de l'épargne européenne, et je parle que de l'épargne financière, plus de 60%, c'est de l'épargne à long terme. Et je vais être précis, 32% en assurance vie, si vous prenez l'ensemble de l'épargne des ménages européens. 32% en assurance vie ou en épargne retraite, fonds de pension, 17% en actions, 7% en fonds, alors je vous l'accorde, dans les fonds, il peut y avoir un peu de fonds monétaires, mais enfin, ce n'est pas la majorité, et 5% en obligations. Je vous laisse faire l'addition, ça fait 65%. Et on ne parle que d'épargne financière. Comme on l'a dit tout à l'heure, en France, d'abord le taux d'épargne très élevé, mais plus de la moitié de l'épargne des ménages est en épargne immobilière. Je ne vois pas où est le court terme et la liquidité dans ce type de placement. Donc ça, c'est première chose, j'insiste là-dessus. C'est quand même inquiétant de voir ce genre d'analyse parce que ce n'est pas exact. Alors sur
donc le court-termisme et les placements qui sont l'épargne qui n'est pas à long terme. L'aversion au risque. Il n'y a pas que les épargnants qui sont averses au risque. Tout dépend de ce qu'on appelle le risque. Là aussi, excusez-moi l'expression anglaise, si c'est perçu comme high risk, little return, vous n'allez pas avoir beaucoup de succès. Je donne un exemple dont on a parlé. Les fonds en euros et les fonds en unités de compte. Alors, j'en profite pour faire un peu de pub. Je vous recommande vivement la lecture de notre rapport de recherche sur les performances réelles de l'épargne retraite, réelles, c'est-à-dire après inflation, qui a été fait avec le soutien de la Commission européenne, que vous trouverez sur notre site et qui a une version française également. Dans ce rapport, on calcule notamment que les fonds en euros en performance réelle depuis le début du siècle ont rapporté aux épargnants français 20%. Les fonds en unité de compte, vous avez perdu 14%. Ils ne sont pas si bêtes que ça, les épargnants, et notamment les épargnants français. Donc, il y a des raisons, je dirais, factuelles à ce problème. C'est un problème, donc, aussi de perception de la performance. Alors, je sais bien que ce n'est pas politiquement correct de parler de la performance, mais en tant qu'épargnant, figurez-vous que ça nous concerne. Alors, j'entends à la table ronde, mais j'entends partout en ce moment et depuis un an, beaucoup de gens, les politiques, la Commission européenne, les professionnels, se frottant les mains en disant « Ah, les taux d'intérêt sont tellement bas que les épargnants vont bien être obligés de sortir du bois et d'aller sur des placements plus risqués ». Les économistes appellent ça la répression financière, qui bat son plein à l'heure actuelle, c'est-à-dire que sur l'épargne bancaire, tout le monde perd de l'argent, là, tout le monde, on perd de l'argent. Si vous prenez les taux réels après inflation, certes, elle est petite, mais il y en a encore, moins les frais, moins, à part pour le livret A, la fiscalité, je vous engage à faire le calcul. Sur l'épargne de long terme, c'est pas beaucoup mieux. Vous verrez que dans ce rapport, il y a les cas de tous les principaux pays. L'épargne retraite anglaise, depuis le début du siècle, après inflation, donc le rendement réel, c'est ça qui compte sur l'épargne à long terme. Le rendement nominal, à mon avis, est trompeur. Eh bien, les épargnants pour la retraite anglaise perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent. Sur la France, je vous laisse découvrir le rapport. Donc, il y a vraiment là un problème que la Commission, d'ailleurs, n'a pas analysé. Alors, il y a une phrase sibylline dans l'impact assessment, comme on dit, l'étude d'impact de ce livre vert, en disant « Ah ben oui, mais les rendements sont souvent insuffisants en raison parfois de commissions trop élevées. » Donc attention à la répression financière, parce que moi, je serais vous, je m'en réjouirais pas tant. D'abord parce qu'en tant que citoyen, perdre de l'argent, c'est pas agréable. Deuxièmement, c'est un peu irresponsable, parce que on l'a vu avec les études de la Commission sur donc, cette Consumer Scorecard, il y a une perte de confiance des épargnants. Je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de restaurer la confiance des épargnants en les poussant automatiquement sur des produits plus risqués, sans, comme disait Christian, bien leur expliquer que s'il y a plus de risques, il y a aussi espoir de plus de rendement. Il y a de la marge, puisque je reviens sur les fonds en euros. Vous parlez de la liquidité du passif. La FFSA elle-même, pas très disserte là-dessus, mais quand même, on arrive à lui faire dire que la duration des fonds en euros est de plus de 12 ans. Plus de 12 ans. Donc il y a des choses à faire là-dessus. Mais là aussi, répression financière, solvabilité 2, coefficient 0 quand vous investissez en obligations d'État grec, coefficient de 39% quand vous investissez en actions. Et les unités de compte, ça c'est le paradis, puisque ça ne rentre pas dans les ratios de solvabilité. Comme je vous l'ai dit, nous, les unités de compte, nous sommes réservés parce qu'on rajoute encore une couche de frais. Je pose la question d'ailleurs aujourd'hui de la pertinence de beaucoup d'unités de compte obligataires, comme l'ont dit plusieurs intervenants, avec les taux d'intérêt actuels, sachant qu'un contrat en unité de compte rajoute en moyenne entre 0,80 et 1% de frais. Je vous laisse là aussi faire le calcul sur ce que vous rapporte un fonds obligataire moyen quand vous le placez à travers l'assurance vie. Je fais un dernier point, Xavier, c'est pas directement le sujet, mais vous me parlez donc de comment les épargnants investissent à long terme. Ça, c'est sur les produits packagés. Sur les marchés financiers, c'est vrai que les particuliers sont de moins en moins présents. Je fais le lien avec la table ronde précédente. Mais d'abord, quand vous regardez les directives MIFID,
les marchés sont de plus en plus fragmentés, de plus en plus complexes, de plus en plus en réalité faits pour les professionnels. Moi, je le vois en tant qu'expert, quand j'étais auprès du César, donc le prédécesseur de l'ESMA, j'étais dans les market participants en tant qu'investisseur particulier. Maintenant, sur le groupe des parties prenantes de l'ESMA que j'ai présidé pendant 3 ans, je ne suis pas dans les participants de marché, je suis étiqueté consommateur. Donc allez voir ailleurs, vous n'êtes plus considéré comme un participant qu'en tant que particulier au marché. Donc il y a bien une professionnalisation. L'autre chose, c'est que j'entendais à la table ronde précédente un éminent professionnel bancaire dire ah bah oui, les épargnants n'investissent pas assez en actions. Allez au guichet bancaire, allez voir comment ça vous est proposé des actions et des obligations par rapport aux produits packagés. C'est très peu proposé. On sait pourquoi, puisque les commissions là-dessus sont beaucoup moins élevées. C'est une des raisons. Pareil pour les règles d'information. On fait beaucoup d'efforts sur les fonds, je l'ai dit, sur les PRIPS. Et bien, malgré nos efforts, les actions et les obligations sont toujours exclues, c'est-à-dire allez lire un prospectus d'un émetteur, allez voir le résumé du prospectus sur une action ou une obligation. Je vous souhaite bon courage. Ce n'est pas formaté, c'est très long. Parfois, les informations essentielles manquent. Exemple, une émission obligataire à taux fixe, il n'y a pas le taux déjà. Donc, pour le résumé du prospectus, on est déjà bien, ça commence bien. Et puis, je reviens encore une fois sur ce que disait le plan stratégique de l'AMF. Et là, je pense que l'industrie de la gestion, je le répète, peut aider, c'est les abus de marché, la perception qu'en a le grand public. Ça aussi, ça contribue à saper la confiance des épargnants. Merci beaucoup. Thomas, with your European point of view, what are the main changes in the client's needs in few minutes, what are the key changes on both sides, retail and investors on the institutional side? I think, as rightly stated before, I think the question is: are all clients already aware? Are they already aware of their needs? And I think what we discussed earlier today, the discrepancy of existing or available returns to the actual needs. So for sure, due to the low interest rate environment, and this will take longer. So it's not that we should push clients in that direction, that take more risk, but it's really they have to take some risk, and we have to help them understanding this. If one of the consequences you see, you can say, okay, your fixed income is not providing the return, so you buy equities, which would be impossible. So therefore, one of the reasons what you see is the really huge growth of multi-asset products and flows into multi-asset products, is that there are gradual steps to take risks and also to explain what kind of risk people are then taking to really come still to their actual target, be it pension, be it any other savings result. Because due to the inflation impact, I think that's very obvious, even though the end investor may not be aware of this. I'm not sure in terms of coming to the longer term savings, what Guillaume stated on the real estate. I think, yes, the people stay safe in that sense, but if it's about really generating income for their retirement or anything, this is probably not always helpful. Yeah, they can live in their own house, so save income and don't pay a rent. If they count on selling it and probably live from the money they take out, it may not be sufficient. So I think real estate is an interesting asset class, but there must be a way to make it accessible. And the clear discrepancy between the investment term for the assets, for properties, and the flexibility or the liquidity private clients are expecting. Yeah, you have to overcome this, and we have seen, unfortunately, examples where it didn't work. On the institutional side, it's different because institutional clients have the same needs. They have to provide pensions or returns on life insurance contracts for their clients, and they have the same thing. If you look, to give you an example, 20-year
if you would like to hedge today 20-year inflation, you would get something like 1.8 as a result. If you invest on the other side 20-year on the basis of the swap rate, you get 150. You lock in, actually, if you close it today, you lock in minus 30 basis points after inflation for 20 years. So therefore, there is a clear tendency to have other assets, real assets, that be real estate, be infrastructure, debt or equity, and similar investments to generate enough income to really comply with the needs and the promises made on the other side. Okay, thank you. Xavier, peut-être une question qui nous permet de passer aussi de l'investisseur au distributeur. La gestion d'actifs aujourd'hui, en France, a à peu près plus de 20% de ces encours qui proviennent d'investisseurs étrangers. Pour toi, est-ce que donc les gestionnaires d'actifs français, est-ce qu'ils comprennent bien les contraintes des investisseurs étrangers? Et est-ce que la gestion d'actifs s'exporte bien aujourd'hui? La gestion d'actifs française, est-ce qu'elle s'exporte bien? Ben, écoute, elle s'exporte mieux que ce qu'on pensait. Aujourd'hui, sur les 47 milliards d'euros qu'on gère, depuis 3 ans, on fait plus de la moitié de notre collecte à l'étranger. Donc déjà, je ne dirais pas que ça nous a surpris, parce qu'on l'espérait bien, mais je dirais la réponse est, pour faire simple, oui. Maintenant, pourquoi? Je pense qu'il faut effectivement, comme vient de le faire monsieur, distinguer la demande des institutionnels, et là on revient à la problématique de congruence, de la demande des particuliers. Problématique de congruence des institutionnels, on le voit bien, c'est, une fois de plus, on peut dire oui, c'est pas liquide, oui, c'est pas ceci, mais enfin bon, il y a une réalité, les taux sont bas, la volatilité est basse, les Sharpe ratios sont les plus dégradés qu'on ait jamais connus, et en même temps, il faut bien placer son argent. Alors soit on fait des effets de levier considérables, et ça peut être dramatique, soit effectivement on va chercher d'autres classes d'actifs, comme il vient d'être cité ici, soit de tout ce qui est actifs réels, tout ce qui est infrastructure immobilier ou produits structurés ou utilisation de produits dérivés pour créer effectivement de la valeur, de la diversification, et tout ça a un prix. Ce prix, c'est celui généralement d'une liquidité plus faible ou un coût réglementaire plus élevé pour les institutionnels qui sont réglementés par Solvency II. Il y a un choix à faire, hein, on ne peut pas tout avoir, hein. Mais on s'aperçoit qu'il y a quand même une véritable demande de cette diversification sur cette typologie de produits, peut-être plus consommatrice de fonds propres, certainement plus consommatrice de fonds propres que des obligations d'État, mais finalement dans un portefeuille beaucoup moins risqué, quand on les combine avec autre chose, à condition qu'on soit très clair sur cette problématique de congruence, c'est-à-dire de oui, j'ai une liquidité dégradée, mais une fois de plus, on ne peut pas tout avoir. Partant de ça, il y a un deuxième constat pour les particuliers. Dans les réseaux de distribution, si vous regardez les grands réseaux de distribution, du type Schroders, Invesco, vous apercevez que 80% de la collecte se fait sur quelques produits, et sur des produits qui, généralement, ont une existence de 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de renouvellement permanent de produits parce que, effectivement, la demande évolue et les marchés changent. Donc la réponse pour des gens comme nous, elle est très simple, hein. C'est de dire il faut se mettre sur le same level playing field que les grands gérants internationaux, c'est-à-dire à quelques produits et seulement quelques produits et pas 400 produits à vendre, sur des produits bien identifiés à fort alpha, et puis faire des produits et des solutions d'investissement sur de beaucoup plus long terme en mélangeant financement de prêt ou mélangeant pas d'ailleurs, immobilier et autres. Voilà, donc à partir de ce moment-là, oui, la gestion française s'exporte. Elle s'exporte aussi bien par des mandats, avec des gros mandats, avec des gros institutionnels, notamment dans le nord de l'Europe, mais pas uniquement. Et elle s'exporte également assez bien sur quelques produits qui doivent être très typés
et qui doivent être, qui jouent clairement à la concurrence avec les autres produits des grandes maisons, mais il faut que vous veniez avec il faut un avantage compétitif. C'est pas, la notion de prix est totalement secondaire, il faut avoir quelque chose de réellement différenciant. Donc c'est pas évident, ça nécessite d'être en permanence dans la créativité. On a des frais de fabrication, je ne vais pas revenir dessus, mais je vais quand même le dire, qui sont globalement plus élevés, ce qui explique peut-être pourquoi nos coûts sont plus élevés. Alors pourquoi c'est plus élevé? C'est tout simple, hein, on a la taxe sur les salaires, hein, donc il faut bien que quelqu'un la paye. Mais c'est pas très grave, parce qu'en fait, des gens comme nous, on s'organise tous aujourd'hui avec des équipes qui sont dans différents pays et qui sont aussi bien distributeurs que manufactureurs dans différents pays, que ce soit à Londres, à Hong Kong, etc. Donc en fait, on devient de plus en plus, en tant que gérant d'actifs, comme des grandes entreprises françaises qui ont leur recherche sociale, une partie importante de leur activité qui est faite, fabriquée, distribuée en France comme à l'étranger. Et finalement, je pense que c'est le modèle de pas mal de gens. Hein. Merci beaucoup. Le temps passe. Juste une petite minute pour chacun, Christian et Thomas. Je voulais vous poser la question de Internet, les réseaux sociaux, l'iPhone qui se développe. Thomas, do you see a real big bang in terms of new distribution channels with social medias and internet? I think as we all have to watch if there's probably some disruption coming up, and you see clear trends also arising from regulatory changes, like in the UK, you have a higher portion of direct investment. And what you see, for example, the example of Alibaba, which put in a very simple investment product and collected really a huge amount of money. Is this possible probably for real investment products? Probably not as easy. That comes, there are different regulations in different countries. If you are a global company like Google, for example, it's a typical example who is named as a potential disruptor. They would have to comply with every single regulation in the various countries, so it's probably not as easy as Alibaba did it in China. But on the other hand, I think the internet and mobile devices, as digital devices, are becoming more and more important. If you look, we just did a survey, and overall 1,100 people in the UK, France, Germany, Italy. And if you see that across all, 50% do take some part of their advice on financial investments already. Also, more than half of them do this. If you go to the so-called millennials, it's even more. They do, 70% would expect that they can check their investment accounts via mobile phones. 80% do this once a week at least. So I think we have to come up to take this into account. What we try to do is certainly support really advisory processes or rather educational pieces for our partners and for our people also to better explain things. And this has to be a development, because at one point in time, if you see more direct investments in the UK, I think the result, what you see is probably not what was wanted, that as end clients didn't have any advice, they probably did the same error that any others before, and then probably just picked based on past performance any fund, one single fund, no diversification, no risk diversified portfolio. So we have to accompany this, and we have to be ready to develop this further. Christian, les géants du web, Amazon, Alibaba, ça peut changer la donne sur les asset managers français? Certainement à terme. J'avais 3 remarques par rapport au thème de la distribution. Alors, bon, c'est vrai que les géants du web, est-ce que demain Facebook Asset Management, Google Asset Management seront nos principaux concurrents? Bon, clairement, ils ont un avantage technologique incontestable. Ils ont une connaissance très fine, intime de leurs clients. C'en est d'ailleurs à certains égards, en tant que citoyen, un peu inquiétant, mais enfin, ils l'ont.
Et puis enfin, ils ont des flux massifs qui viennent, qui effectivement leur donnent la possibilité de devenir des asset managers redoutables dans les années à venir. À terme, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'ils ont d'autres priorités, et dans le monde financier, leur priorité, c'est plutôt les moyens de paiement bancaires avant que ce soit l'asset management. Enfin, ayons-le en ligne de mire. Deuxième point sur la distribution. Les deux mots anglais que j'ai appris au cours de mes dernières années de tribulation au sein de l'EFAMA, c'est unintended consequences. Dit en français, l'enfer est animé des meilleures intentions. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'une réforme très forte qui va toucher l'ensemble de l'Europe, à savoir l'interdiction des rétrocessions, je vous rappelle, c'est fait pour protéger le client final, c'est fait pour favoriser plus de compétition au sein des CGPI, des AIFS, et c'est fait pour favoriser l'open architecture. On n'a pas le temps de développer, mais il est fort probable que sur ces 3 points, ça sera exactement l'effet inverse qui se réalisera. Donc ça aussi, dans la distribution, eh bien, il faut tenir compte effectivement de l'évolution de la régulation. Et puis enfin, le dernier point, on a évoqué tout à l'heure d'autres mots anglais qui sont le level playing field. Le level playing field, on l'évoque souvent entre les produits d'assurance, les produits bancaires, les produits asset management. Il y a un autre level playing field que je voudrais évoquer, c'est celui géographique. Aujourd'hui, alors lorsque je dis ça en Irlande, au Luxembourg, je ne m'attire pas forcément des ovations de la part de la salle, mais aujourd'hui, il est très aisé pour un acteur outre-Atlantique de venir créer et vendre des produits d'asset management en Europe. Je peux vous garantir, par expérience professionnelle, que je n'ai de cesse de m'étonner pourquoi, au cours des 50 dernières années, il n'y a pas un asset manager européen qui a été capable de remporter un succès en matière de vente de son produit, de ses produits, de nos produits outre-Atlantique, qui ne représentent, excusez du peu, que la moitié du marché mondial. Donc oui pour le level playing field entre les différents acteurs financiers européens, mais ne soyons pas naïfs. Une des clés, un des potentiels énormes que nous avons, nous acteurs européens, dont encore une fois on ne peut que saluer la qualité des prestations que nous fournissons, eh bien une des clés de développement, c'est bien évidemment dans les pays émergents, c'est bien évidemment en Asie, mais c'est également outre-Atlantique. C'est la raison pour laquelle le TTIP, le traité transatlantique qui est en discussion actuellement, est aussi important et pour lequel je crains que la finance ne soit pas intégrée, mais pour lequel il faut effectivement avoir en tête que le monde est vaste et il doit y avoir un level playing field all across the board, comme disent nos amis anglo-saxons. Merci beaucoup, Guillaume. Sur les évolutions en termes de distribution, justement, les géants du net, la distribution sous forme de vente à distance, est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable pour l'investisseur ou est-ce que c'est un nouvel environnement qui peut faire peur ? C'est tout nouveau. Hein. Comme le disait Thomas et Christian, je pense qu'effectivement, ça va peser sur les modèles de distribution existants. Il y a quand même un vrai problème. Hein. On l'a mentionné vraiment elliptiquement sur le modèle économique de la distribution. Je donnais l'exemple des ETF qui sont très peu distribués, en France notamment. Hein. Les études de mystery shopping de l'AMF d'ailleurs le montrent. Hein. Les ETF sont très très peu proposés au guichet. Cela dit, moi j'ai beaucoup de sympathie pour ce qu'a dit le président de l'AMF dans son allocution introductive, et je pense qu'il a été repris par Christian, c'est que l'orientation réglementaire européenne actuelle sur ces questions de commissionnement, inducement comme ils disent, risque en réalité de pénaliser cette fameuse architecture ouverte, donc ce choix multi-fournisseurs, et donc les sociétés de gestion indépendantes par là même, et de favoriser, c'est le président de l'AMF qui l'a dit, c'est pas moi, les grands réseaux intégrés, encore plus. Et vous verrez, comme vous le direz tous, ce rapport, j'en suis sûr, j'ai pas les chiffres directement sur les fonds, mais vous pouvez regarder les magazines financiers. Mais si je prends l'exemple, par exemple, des fonds en euros, les fonds en euros, vous avez les chiffres dans le rapport, en 2013, de ces grands réseaux intégrés, ont rapporté en moyenne 2,6%. Les fonds en euros proposés par les associations indépendantes d'épargnants ont rapporté 3,29%. Donc ce n'est pas forcément dans l'intérêt des épargnants de poursuivre cette voie réglementaire européenne.
Xavier, un dernier commentaire sur la distribution avant de passer aux questions de la salle, peut-être rapidement, si on a encore une minute pour une question de la salle. Sur la distribution et l'architecture ouverte, quels sont les challenges de l'arrivée d'Internet pour la française? Je crois que les challenges, ils sont connus. C'est d'avoir quelques beaux produits qui sont vendus dans toutes les places en même temps. Parce qu'effectivement, nos fonds, d'une manière générale, les fonds français sont trop petits. Alors, ces fonds, ils sont forcément de droit luxembourgeois parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est pas grave, c'est géré ici. Mais c'est vraiment aller sur quelques idées simples et sur tous les marchés en même temps. Je pense qu'on a un petit peu de temps pour prendre une ou deux questions de la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer sur les enjeux de la gestion d'actifs et pour rebondir sur les différents thèmes que l'on a vus, à la fois contexte de marché de Toba qui fait que la gestion d'actifs a besoin en partie de se réinventer, on l'a vu entre gestion active et gestion passive, ou les thèmes de distribution. On cherche une première personne moins timide. Je vais poser une question. Moi, sur les fonds Absolute Return, on est passé assez vite, mais ça a été quand même indiqué. Est-ce qu'on peut commenter un peu quelles sont les possibilités d'une offre et vers qui pour cette sorte de miracle d'avoir un Absolute Return attrayant dans un univers de taux réel qui est bas? Bon, d'abord, il faut être extrêmement humble. Qui aurait parié que la meilleure classe d'actifs cette année aurait été l'obligataire? Je ne pense pas grand monde dans la salle aurait fait cette allocation au début de l'année. Ensuite, que le crédit serait le meilleur que les taux Govies, etc., etc. Donc, pour faire de l'absolute return, il y a deux méthodes qui sont extrêmement différentes. Il y a effectivement par l'allocation d'actifs, et on s'aperçoit quand même qu'entre les zones géographiques et entre les taux longs, les taux courts et les zones géographiques, on peut générer avec un niveau de risque acceptable. Ça veut dire quoi acceptable? Ça veut dire si une année est dramatique, perdre 5%, et si une année est bonne, espérer gagner 6-7%, manifestement, en switchant d'une zone à l'autre, regardez la performance des actions US cette année, etc., ou des actions japonaises, il est possible, effectivement, par une bonne allocation d'actifs, très flexible. Donc c'est un acte de foi envers le gérant plutôt qu'envers les marchés. Ça, c'est très clair. Et puis vous avez la deuxième catégorie qui est encore un peu plus agressive, qui consiste à dire je peux être long de quelque chose et short de quelque chose. Et généralement, ceux-là ont un degré d'agressivité in fine plutôt plus faible que celui qui est long only, mais il est beaucoup plus boîte noire d'un point de vue du régulateur. Et généralement, il est beaucoup plus massacré en termes de consommation de fonds propres pour un investisseur institutionnel. Donc ces fonds-là s'adressent très clairement, enfin nous, voilà, la grosse demande, c'est la gestion privée et tout ce qui est fonds de pension, endowments, parce qu'effectivement, il y a un besoin de rendement absolu à faible risque, ce qui n'est pas le cas d'un fonds dit d'allocation flexible, qui lui peut être victime d'une crise globale. Mais c'est les deux axes de développement qui sont quand même très différents. Le deuxième utilisera beaucoup de produits dérivés, le premier beaucoup plus d'allocations macroéconomiques. Et c'est là où nous risquons de nous heurter avec certaines évolutions réglementaires. Tu as terminé en disant, dans certains produits, il faudra qu'il y ait effectivement des produits dérivés. Or, on a entendu tout à l'heure qu'un des reproches qui nous est fait, à nous, asset managers, c'est d'avoir des produits encore trop complexes, trop compliqués. Donc, on a eu des tas de débats pour expliquer que complexité ne voulait pas dire forcément plus risqué. Je peux utiliser un produit dérivé pour couvrir un risque lorsque je fais un produit garanti. Bon. Or, on voit bien qu'on a une tendance de la réglementation européenne à
prohiber, le mot est trop fort, mais à entraver l'utilisation de produits dérivés ou de techniques dérivées pour justement rendre les produits plus simples. Donc nous sommes, vous l'avez compris, dans un exercice sous contrainte. On doit délivrer de la performance absolue positive avec des taux d'intérêt très bas, mais en ayant moins d'effets de levier techniques à notre disposition. Et ce qui, pour nous tous ici présents, nous interpelle, puisqu'on a commencé en disant que la place de Paris et l'asset management français avaient mains avantages, mains atouts, et notamment sa capacité d'innovation. Or, je vous rappelle que sur les 10-15 dernières années, nous, les Français, nous étions reconnus comme des experts en produits structurés, des produits dérivés. C'est une expertise française, entre guillemets, et une innovation qu'on nous reconnaît. Donc là, il faut se garder attention par rapport à l'évolution de la réglementation. On peut avoir des petits soucis. Alors, je crois qu'il y a un point, parler dans son sens, il y a un point qui est très positif. C'est finalement, depuis la crise, la régulation et la réglementation ont mis en place un certain nombre de barrières de sécurité. Je veux dire, les chambres de compensation, je veux dire, on a de moins en moins de risques spécifiques entre la régulation bancaire qui fait la nouvelle régulation bancaire qui oblige les banques à avoir X% de fonds propres et des stress tests et qui fait qu'on a beaucoup moins de risques au niveau d'une banque. On a peut-être toujours un risque systémique qui est du domaine des États, mais on n'a plus de risque normalement au niveau d'une banque. Au niveau des acteurs que nous sommes, c'est vrai que les chambres de compensation réduisent mécaniquement le risque spécifique des produits dérivés. Je crois que dans l'esprit du public et de beaucoup, ce n'est pas encore le cas, mais la réalité, c'est quand même bien celle-ci. Aujourd'hui, ces produits-là sont structurellement beaucoup moins risqués qu'ils ne l'étaient avant, puisqu'ils n'ont plus le risque systémique du défaut d'appel de marge. Et donc on en revient à l'absolue nécessité de l'éducation, informer, éduquer. C'est notre intérêt. Je crois qu'on a encore du temps pour une autre question, Thomas. One last remark. Also, I think, of course, it's possible when you describe an asymmetric risk profile, absolute return, positive absolute returns, because negative can be also absolute return. It requires, as the colleague stated, certainly a good amount of risk management. Must be very flexible. It's possible. We have profiles like this. Can you guarantee this? For sure not. And therefore, then it's always a question then versus also you then to say, okay, are you properly describing what the product does? Yes, it is, and we have, I think all of us have experience in this. Interesting enough that what we see this year and probably the last 2 years, actually more simple products, which over, let's say, a market cycle have also provided an absolute return, are actually very well selling. The two best sold products we have, the first one is in Germany, is a very simple 30-70 balanced product, 30 equity, 70 fixed income. And it's highly accepted because it actually over time exactly provides this. And the other one is a US one, mainly distributed in Asia, US based but very similar. Toute petite dernière question, je crois qu'on a encore 1 minute. Alors juste avant que la question soit posée, juste pour reprendre un exemple très simple, quels sont les fonds obligataires, quels sont les fonds qui ont plus performé cette année, les fonds obligataires? Quels sont les fonds obligataires qui ont plus performé? Ceux qui pouvaient faire des dérivés, qui ont acheté du 5 ans dans 5 ans. Parce que le 5 ans dans 5 ans, au début de l'année, était à près de 4%, alors que c'était une aberration totale de penser que les taux dans 5 ans seraient à 4%, quand les taux à 5 ans étaient déjà à 1,30. Il y avait une aberration dans la courbe. Donc le gérant de base qui n'est pas autorisé à le faire, il a gagné 4%. Et le gérant normal, il a fait 8% cette année sans prendre de risque particulier. Et ça, un particulier n'y a pas accès. Et même dans un contrat en euros où il aurait payé 0,80%, il a quand même fait 9% de rendement cette année. Merci beaucoup. Une minute pour une dernière question. Oui, Bernard Camblin. J'ai entendu parler, là où nous avons entendu parler de fonds luxembourgeois.
un peu d'Irlande. Mais ce qui m'a frappé, ce sont les propos de Xavier Lépine. J'espère que la réponse justement que vous allez fournir correspondra avec l'arrivée du ministre, parce que votre remarque sur la dispersion des équipes maintenant de plus en plus à l'étranger, ça réduit fortement la French Touch, dont on parle aujourd'hui dans notre réunion, et puis ça confirme l'idée qu'après une délocalisation industrielle risque de venir une délocalisation des services. Avant de répondre, on va donc attendre 5 minutes et puis vous répéterez la question en présence. Bon, la French Touch, elle reste. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'équipes. On a besoin d'équipes à l'étranger. Je veux dire, quand on fait de l'immobilier en Allemagne, en achetant des bureaux, par exemple, on a acheté le siège social de Thales à Francfort. Bon, 170 millions d'euros, locataire 12 ans, 5% de rendement. Bon, alors ce qui est un petit peu dommage, on peut dire certain, c'est que finalement, on a mis ça dans un produit qu'on a vendu à un fonds de pension coréen. Parce que, effectivement, les fonds de pension français, ils ont un petit peu de mal à pouvoir acheter ce type de support. On a fait la même chose avec le siège de Saint-Gobain à Francfort, qu'on a mis, par contre, cette fois-ci, grâce à l'évolution de la réglementation OIFM, dans une SCPI de droit français. Bon, mais maintenant, pour trouver ce type d'investissement, oui, surtout j'ai cité 2 sièges sociaux d'entreprises européennes localisées en France, mais on a besoin d'équipes en Allemagne, on a besoin d'équipes en Angleterre, etc. Ça n'empêche que la création du produit, la conception, la vente de ces produits, quand on va vendre à Norges Bank l'expertise française, c'est l'expertise française qu'il va acheter. Ensuite, il peut se trouver qu'il y a une partie qui est gérée par des équipes à Londres ou à Hong Kong d'ailleurs, puisqu'en l'espèce, ils nous ont donné un mandat de gestion pour gérer des actions en Asie. Et là, il faut être réaliste, on aura du mal à convaincre en ayant une équipe basée à Paris pour acheter des actions en Asie. Donc je crois que la réponse, elle est un petit peu dans la globalisation, elle est un petit peu dans l'européanisation. Je pense que c'est une chance que les gestionnaires français, justement, ne restent pas le village gaulois, mais fassent partie du village global. Peut-être pour rajouter au propos de Xavier Lépine sur l'utilisation des passeports, notamment par les sociétés de gestion françaises. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a tout type de passeports qui sont utilisés. En fait, c'est à la fois des passeports gestion pour pouvoir gérer des fonds de droit étranger, mais aussi pour localiser des équipes de gestion à l'étranger, autant que des passeports produits, c'est-à-dire des passeports qui servent à vendre les produits français, exporter les produits français à l'étranger. Donc aujourd'hui, on a peut-être une gestion d'actifs qui délocalise d'une certaine manière ou localise des équipes de spécialistes à l'étranger, mais il faut voir que pour se développer, en effet, ils utilisent toute la boîte à outils qui est aujourd'hui à leur disposition pour se développer en Europe. Et je crois que c'est plutôt un vrai atout pour la place de Paris d'avoir cette possibilité à la fois de gérer des fonds de droit français, mais des fonds de droit étrangers tout en restant à Paris. C'est une compétition européenne qui en effet est pleinement jouée par les acteurs français. Évidemment, on a d'autres acteurs européens qui viennent gérer en direct des produits français. Allianz est un exemple d'acteurs allemands ayant utilisé le passeport en sens inverse. Mais ça permet en tout cas toute cette boîte à outils de développer vraiment l'écosystème parisien au-delà de nos frontières. D'ailleurs, le patron de l'immobilier d'Allianz est français. Hein. Et là, de ce point de vue-là, j'allais le dire, on le dira en présence du ministre. Je crois pouvoir dire et rendre hommage à l'hôte des lieux du jour. L'AMF constitue réellement un avantage comparatif par rapport à d'autres régulateurs. Alors là, je vois le président Ramex en état de lévitation, mais je crois qu'effectivement, dans l'écosystème actuel, nous avons quelques avantages dans celui-là. Merci.
Merci beaucoup à tous. Je pense que vous avez compris qu'aujourd'hui, la gestion d'actifs en France avait quelques atouts, quelques challenges devant elle, notamment en raison du contexte de marché, du contexte de consommation ou d'investisseurs qui changent de comportement, mais également un contexte qui change en termes de nouvelles techniques de distribution. Donc j'espère qu'on vous a montré un petit peu au travers de nos discussions quelques points sur ces trois nouveautés. Merci beaucoup à tous les participants de la table ronde. Je vais inviter le président Ramex à me rejoindre. Merci.